Depuis cette cabane en bois, un homme a déclaré la guerre au monde et déclenché la plus grande traque de l'histoire américaine. De 1978 à 1996, ces bombes artisanales ont détruit des vies et menacé toute une nation. Vous êtes en famille, vous ouvrez le courrier et tout à coup ça explose. C'est terrifiant. Comment un seul homme a-t-il pu échapper à la plus importante force de police du pays pendant près de 20 ans? Personne n'imaginait avoir affaire à un docteur en mathématiques. Ce type n'avait ni eau courante, ni électricité, et pourtant il fabriquait des bombes. Pourquoi cet homme a-t-il été amené à tuer? On veut croire qu'un meurtre est forcément l'œuvre d'un fou. J'ai tout de suite su que ce n'était pas aussi simple. Sans l'intervention de sa famille, il serait peut-être encore en liberté. Quand j'ai posé mon doigt sur la carte, j'ai réalisé que j'étais peut-être en train de condamner mon frère à mort. Son nom, Ted Kaczynski, mais il est plus connu sous le nom de Unabomber. Printemps 1996. Des agents du FBI et d'autres organismes fédéraux convergent vers la petite ville de Lincoln dans le Montana. Plus précisément vers la cabane d'un certain Ted Kaczynski. Ils pensent que ce dernier est l'un des criminels les plus célèbres du pays, Unabomber. Pendant près de 20 ans, cet homme a tué ou mutilé des innocents un peu partout à travers les États-Unis, sans que le FBI ne réussisse jamais à mettre la main dessus. C'est l'œuvre de Unabomber. Ses attentats meurtriers, ses lettres sarcastiques aux autorités et ses manifestes contre la technologie ont fait de lui l'homme le plus recherché d'Amérique. Ce 2 avril, enfin, les enquêteurs sont sur le point de mettre un terme à la plus longue série de délits qu'ait connu le pays. Entre midi et minuit, dans les environs de Lincoln, le FBI déploie discrètement une centaine d'agents, de tacticiens et d'experts en attentats de l'armée. Les agents prennent position. Ils doivent attirer Kaczynski hors de sa cabane sans éveiller ses soupçons. Tous ont encore à l'esprit l'échec du violent affrontement entre le FBI et la secte des Davidiens à Waco, au Texas. Et ils pensent que Kaczynski a probablement entreposé des armes et des explosifs dans sa cabane. Max Noel de l'unité spéciale Unabom demande à Jerry Burns, garde forestier, de les aider à faire sortir Kaczynski de sa tanière. Il a commencé à l'appeler. « Hey, monsieur Kaczynski, je suis Jerry Burns, des services forestiers. Il faut que je vous parle. » Monsieur Kaczynski! Il a continué à l'appeler pendant qu'on s'approchait. Monsieur Kaczynski! Vous pouvez sortir? On doit parler. C'est pour une question de terrain. Pas de problème. J'ai besoin de votre avis. Jerry Burns lui demande poliment de sortir. Ted Kaczynski se retourne pour prendre son manteau. Je peux vous dire exactement ce que j'ai pensé ce jour-là. Je me suis dit, c'est pas vrai. C'est ça qu'on recherche depuis des années. On aurait dit un homme des cavernes. Il était hirsute, couvert de crasse. Ses vêtements étaient en lambeaux. Je n'arrivais pas à croire que c'était lui qui avait tenu en échec toutes nos agences d'investigation pendant 17 ans. C'est ainsi que se termine la plus grande chasse à l'homme de l'histoire du FBI. Mais les attentats de Unabomber ont profondément marqué les États-Unis.
Vous avez vu ces portraits robots? On était terrifiés. Je me rappelle le jour où tous les avions ont été cloués au sol par peur d'un attentat. C'était bien avant le 11 septembre. Les gens n'osaient plus ouvrir leur courrier. J'étais professeur à la fac. Cette époque-là est restée gravée dans ma mémoire. Kaczynski frappe ses victimes dans les endroits où elles sont les plus vulnérables et s'y attendent le moins, au bureau, dans leur salon, leur cuisine. Le plus troublant, c'est qu'il utilisait un service d'expédition auquel on fait tous confiance, l'US Mail. Face aux attentats, les autorités sont contraintes de publier ces brûlots contre la technologie. Le tueur s'affiche ainsi en défenseur des classes populaires. Ted Kaczynski est un archétype que la culture américaine a toujours aimé et applaudi. C'est le rebelle, c'est James Dean, un Robin des Bois des temps modernes, un homme qui dit ses 4 vérités au pouvoir. Son anti-autoritarisme a peut-être trouvé un certain écho, mais ses agissements ont tué et mutilé des innocents. Tout commence le 26 mai 1978. Sur le parking de l'Université de l'Illinois, une femme ramasse un paquet abandonné. Celui-ci explosera entre les mains d'un membre de la sécurité, le blessant légèrement. Environ 1 an plus tard, sur le campus de l'Université Northwestern, un étudiant provoque une forte explosion en ouvrant une boîte à cigares d'aspect étrange. Lui aussi n'a que des blessures mineures. Les services de police et de sécurité ne font pas grand cas de ces 2 colis piégés. Mais le 15 novembre 1979, Unabomber capte toute l'attention du FBI. Le vol 444 d'American Airlines se dirige vers Washington. Soudain, les passagers entendent un grand bruit et de la fumée commence à envahir l'intérieur de l'appareil. Au lieu d'exploser, l'engin a brûlé. La fumée s'est échappée de la soute et s'est infiltrée dans la cabine passager. L'avion a dû faire un atterrissage d'urgence. À cause d'un problème d'étanchéité, la bombe n'a pas explosé. Elle a juste mis le feu aux sacs postaux contenus dans la soute. Mais John Conway, un des premiers experts sur l'affaire, sait que l'attentat visait à faire un maximum de victimes. Si l'avion n'avait pas atterri, il aurait explosé en plein vol et sans doute qu'il n'y aurait eu aucun survivant. Le FBI parvient à établir que l'engin provient de Chicago et constate que l'auteur des attentats utilise toujours le même matériel. Une boîte en bois, des fils électriques, des piles et des chevilles en bois. Les experts qui ont démonté pièce par pièce les 3 premières bombes se rendent à l'évidence. Ils ont affaire à un tueur en série d'un genre inhabituel. Ces engins étaient fabriqués avec du matériel qu'on peut trouver dans n'importe quel garage. Des piles, des élastiques, des têtes d'allumettes. C'était très rudimentaire. Les composants de l'engin ne portent aucune marque visible. Soit la marque a été effacée, soit le composant a été fabriqué artisanalement pour rendre impossible toute identification. Les éléments ayant servi à la fabrication de la 4e bombe sont encore plus étranges. Le 10 juin 1980, Percy Wood ouvre un colis contenant un livre intitulé Ice Brothers. La force de l'explosion projette des fragments de bois et de métal qui le blessent au visage et à la jambe. Il a de la chance d'en réchapper. Quelque temps auparavant, la victime s'était vue adresser une lettre l'informant qu'elle allait recevoir un ouvrage d'une grande portée sociale. Que signifie ce livre, cette lettre? Les enquêteurs notent une étrange coïncidence. Le colis piégé contenait du bois, wood en anglais. La victime s'appelle Wood. Et l'adresse de l'expéditeur est 3414 N Ravenswood. À l'intérieur du livre, on trouve également un petit morceau de métal où ont été poinçonnées les lettres FC. Cet indice, clairement destiné à résister à l'explosion, sera désormais la signature du tueur. Le plus étrange reste le choix de la victime.
Percy Wood, le PDG de United Airlines. Il a fait parler de lui dans les médias suite au licenciement de milliers d'employés. C'est un des indices qui, dans un premier temps, nous a amenés à penser qu'on avait peut-être affaire à quelqu'un de la compagnie qui s'était fait renvoyer. Par ailleurs, la technique de fabrication de certains mécanismes de la bombe ressemblait à des techniques utilisées dans l'aéronautique. Depuis le début des attentats, le tueur a déposé ou expédié par la poste 4 bombes. Les 2 premières visaient le milieu universitaire, les 2 suivantes, l'industrie aéronautique. Cela explique le nom donné par le FBI à l'affaire Unabomb, une affaire qui finira par mobiliser toutes les ressources du bureau fédéral. Il faut dire que le rival est de taille. Son caractère compulsif, son intelligence exceptionnelle et sa capacité à tromper son monde feront de l'auteur des attentats l'un des criminels les plus coriaces de l'histoire des États-Unis. Il était devenu une sorte de héros populaire. Les journalistes et le public avaient tendance à interpréter ce portrait robot comme un test de Rorschach en fonction de leurs convictions. Ils voyaient en lui soit un tueur en série sociopathe et diabolique, soit un poseur de bombes brillant, révolutionnaire, technophobe et néoludite. Mais Ted Kaczynski est aussi et surtout un mystère pour sa propre famille, y compris son frère cadet, David. Je me souviens un jour de m'être réveillé avec un sentiment d'angoisse atroce, d'avoir pensé « Quelle horreur, c'est le pire cauchemar que j'ai jamais eu de ma vie ». Puis à mesure que j'émergeais, j'ai réalisé que ce n'était pas un cauchemar, qu'en fait, j'étais en train d'envisager la possibilité que mon frère soit un tueur en série, l'homme le plus recherché des États-Unis. Il est évident dès le début que Unabomber est un criminel hors pair. Les explosifs, fabriqués artisanalement, sont forcément l'œuvre d'une personne intelligente, pleine de ressources et dotée d'une fantastique capacité de dissimulation. Il savait que les employés de la Poste risquaient de laisser leurs empreintes sur les timbres et que nos services pourraient remonter jusqu'au lieu d'expédition. Il traitait donc le papier pour rendre impossible toute identification. 4 attentats ont été commis et le FBI ne dispose toujours d'aucune preuve solide. Les indices laissés délibérément mènent à de fausses pistes. Unabomber joue avec les enquêteurs. Suite à l'attentat contre Percy Wood, le bureau fédéral, totalement démuni, demande à des spécialistes du comportement d'établir le profil psychologique du tueur. Il ressort du rapport que ce dernier est un homme âgé de 18 à 22 ans, très probablement issu de la classe moyenne haute, un étudiant qui a fait de la physique ou des études d'ingénieur. Ce premier profil est presque entièrement faux. À l'époque de l'attentat contre Percy Wood, Kaczynski a près de 40 ans, il n'a pas un sou et il est bien plus intelligent que ne l'imaginent les enquêteurs. Je me rappelle qu'un jour, un de mes copains a fait un commentaire. « Le frère de David, il est comme Einstein. » Bon, peut-être pas tout à fait. « Comment ça, pas tout à fait ?» j'ai dit. « Bien sûr que si. » Fils d'immigrants polonais vivant à Chicago, Ted Kaczynski est un élève surdoué. En CM2, on lui découvre un QI de 167. Il est sur le champ qualifié de génie. Il saute 2 classes et entre à Harvard à 15 ans. Une réussite qui aura un grand retentissement dans le quartier ouvrier dont il est issu. Tout au long de ses études, Ted Kaczynski est un étudiant brillant. Après Harvard, il obtient un doctorat en mathématiques à l'Université du Michigan, où il parvient à démontrer un théorème complexe sur lequel ses professeurs séchaient depuis des années. Sa thèse remporte un prix et plusieurs de ses travaux font l'objet d'une publication.
Celui que l'on considère désormais comme une gloire montante de l'université américaine obtient un poste de professeur à Berkeley. Mais ce sont les années 60 et dans cette ambiance, Ted Kaczynski détonne. Son séjour à Berkeley sera bref. Il a des ambitions particulières qu'il ne peut satisfaire dans ce milieu. Il a d'autres plans. Il a quitté l'université dès qu'il a eu assez d'argent pour lancer sa campagne anti-technologie. C'était déjà son dada. En 1971, Ted Kaczynski s'installe dans les environs de Lincoln, dans le Montana, et se construit une petite cabane en bois. Au début, l'euphorie du contact avec la nature l'a un peu calmé. Puis, il a commencé à voir des motos dans la forêt. Les avions survolaient la région. La société technologique s'immisçait peu à peu dans sa vie. Il a écrit un jour qu'il avait un message à faire passer et que pour ça, il était obligé de tuer des gens. Au fil des ans, Ted Kaczynski devient le tueur en série le plus insaisissable du pays. Il parvient à échapper aux enquêteurs en se tenant à un plan d'action très simple. Depuis sa cabane, il se rendait à Lincoln à vélo. Puis, à la gare routière, il prenait un car pour Missoula, dans l'ouest du Montana. Il faisait invariablement le même trajet. Il passait la nuit sur place dans un motel. Il emportait toujours des vêtements de ville avec lui. Le plus souvent un costume, une chemise blanche et une cravate. Il se débarbouillait, puis prenait un car pour la baie de San Francisco, Sacramento ou la destination qu'il avait choisie. Entre 1981 et 1985, les attentats numéros 5, 6, 7 et 8 visent tous des universités. L'objectif est clairement de tuer, mais les engins ne font que blesser les victimes. La bombe numéro 9 est envoyée à une usine de construction Boeing dans l'État de Washington. C'est un employé qui prévient la police. Les experts en explosifs mettront 6 heures avant de désamorcer l'engin, assez puissant pour détruire toute vie dans un rayon de 6 mètres. Les spécialistes remarquent une évolution inquiétante dans la technique de fabrication. Les années passant, il utilisait des systèmes de plus en plus sophistiqués. Après les têtes d'allumettes et la poudre sans fumée, il est passé à la poudre d'aluminium et au nitrate de soude. J'ai compris qu'on allait vers une escalade. Décembre 1985, pour la première fois, Unabomber parvient à tuer. Hugh Scruton, propriétaire d'un magasin d'informatique, remarque sur son parking un gros morceau de bois avec des clous qui dépassent. C'est en voulant l'enlever qu'il est soufflé par une explosion. Il nous paraissait évident, au vu des techniques utilisées, que le poseur de bombes voulait tuer ses victimes. Plus tard, en étudiant son journal, on a trouvé une phrase qui disait « J'ai enfin réussi, j'ai trouvé un moyen humain d'éliminer les gens. » Eh bien, croyez-moi, la mort de M. Scruton n'avait rien d'humain. Il a connu une agonie atroce sur un parking. Que Kaczynski puisse écrire une horreur pareille, ça nous rendait fous. Avec un mort sur les bras et sans aucune piste valable, les autorités sont aux abois. Elles mettent la population à contribution en créant une ligne téléphonique fonctionnant 24 heures sur 24 et offrent une récompense. Le FBI établit 2 autres profils psychologiques du tueur, mais là encore, les experts se trompent. Cette affaire, c'était du jamais vu. Je me souviens d'un profiler du FBI disant « Unabomber vit à Chicago. Il a probablement la vingtaine. Il habite chez sa mère. C'est un col blanc, il bichonne sa voiture. Il est très précis et très propre. Il avait tout faux. »
Les attentats qui s'étalent maintenant sur près de 10 ans et ont coûté à l'État des millions de dollars et un nombre incalculable d'heures de travail sont l'œuvre d'un homme qui vit avec moins de 1000 dollars par an. Les autorités ne savent pas encore à quoi ressemble leur adversaire. Mais en 1987, en posant sa 12e bombe à Salt Lake City, Unabomber offre au FBI sa première piste fiable. Il a été vu par un témoin. Depuis sa fenêtre, Tammy Flui le voit poser à moins d'1 mètre d'elle l'engin qui manque de tuer son patron. C'est elle qui fournira aux enquêteurs la seule et unique description du poseur de bombes. Trois jours plus tard, un dessinateur de la police locale réalise le portrait robot du suspect. Pour la première fois, les enquêteurs sont optimistes. Quant aux services postaux qui offrent une récompense de 50 000 dollars, ils sont vite submergés d'appels. Mais aucun ne débouche sur une piste sérieuse. Et entre-temps, le comportement de Unabomber continue de dérouter les enquêteurs. Contrairement aux autres tueurs en série, il n'est jamais entré en contact avec les autorités. En 1988, il pousse la bizarrerie encore plus loin. Il disparaît. Pendant 6 ans, il n'envoie plus une seule bombe. Pour beaucoup, le dossier est clos. Le plus souvent, les tueurs en série finissent par arrêter quand ils sont encore jeunes. Parfois aussi, ils se suicident. Ils ont une espérance de vie très courte. La plupart des agents pensent qu'il s'est tué accidentellement, qu'il est décédé de mort naturelle ou qu'il est passé à autre chose. L'enquête patine. Je me suis vu retirer l'affaire parce qu'on pensait qu'il était inutile de s'acharner. Je me suis mis à aider mes collègues sur des affaires qui exigeaient une mobilisation immédiate. Mais John Conway ne veut pas complètement lâcher prise. Certains agents pensaient que Unabomber était mort. Pas John. Il disait « Je refuse de classer l'affaire. Ce type va récidiver. » Et il a raison. Pendant les 6 années que dure la trêve, le nombre d'enquêteurs sur Unabom ne va cesser de diminuer. Entre-temps, Unabomber peaufine sa technique. Il revient à la charge en 1993. Il expédie par la poste 2 petites bombes à base de produits chimiques hautement performants qui blessent grièvement 2 chercheurs universitaires. Des gaz atteignant 3800 degrés Celsius explosent en un 10 000e de seconde. La déflagration libère des éclats projetés à plus de 21 000 km/h avec une pression de 100 tonnes au centimètre carré. Une des victimes part chercher de l'aide, échappant de justesse à la mort. Les 2 explosions suivantes seront encore plus dévastatrices. En 1994, 2 semaines avant Noël, Thomas Mosser, cadre d'une société, ouvre un colis pensant qu'il s'agit de matériel de golf. Il meurt sur le coup. Quatre mois plus tard, une lettre piégée tue Gilbert Murray, un membre du lobby du bois californien, et met en pièces son bureau. Ces 2 attentats révèlent une capacité destructrice d'une ampleur nouvelle. On n'avait pas réussi à le coincer. On ne savait pas qui il était. Au fil des ans, des attaques, notre frustration grandissait. Personne ne pourra le nier. À l'époque, c'est lui qui avait le dessus. Le ministre de la Justice, Janet Reno, décide de donner la priorité à l'affaire et crée une unité spéciale regroupant des enquêteurs de 3 organismes fédéraux. Mais la plupart des agents se font tirer l'oreille.
On pensait tous que l'affaire était insoluble. Un jour, je reçois l'appel de l'agent spécial adjoint du FBI. « Terry, ça te dirait de diriger l'Unabom ?» « C'est sympa de penser à moi, je lui réponds. « Mais je veux pas, merci. » Et là, il me dit, « Tu n'as pas le choix. Monte me voir cet après-midi. » Voilà comment je suis entré à l'Unabom. En octobre 1994, Terry Turchie prend la tête de l'unité spéciale, peut-être le poste le moins enviable de la police américaine. En juin 1995, Unabomber refait surface. L'homme a changé de méthode. Il adresse au New York Times et au Washington Post un texte de 56 pages intitulé « La société industrielle et son avenir », plus connu sous le nom de « Manifeste de Unabomber ». L'envoi de ce manifeste et le fait que son auteur établisse enfin le dialogue ont marqué un tournant majeur dans cette affaire. Kaczynski accepte de mettre un terme aux attentats à la condition que sa critique du monde moderne soit publiée. Ce document de 35 000 mots est un véritable cri de colère. On y lit: face à la technologie, la race humaine est comme un alcoolique devant une bouteille de vin, et il vaudrait mieux bazarder tout ce système puant. Selon l'auteur, la manipulation psychologique est partout. Il écrit « Le système sera contraint d'utiliser tous les moyens pratiques de contrôle du comportement humain ». Il prédit également une catastrophe écologique et ajoute « On devra tous mourir un jour. Mieux vaut peut-être mourir en défendant une cause que vivre longtemps sans but. » Bon nombre de lecteurs jugent le manifeste simpliste et ennuyeux, mais beaucoup sont séduits par les idées technophobes qu'il véhicule. Le texte est très lu, largement diffusé sur Internet et même la presse grand public attire l'attention sur le phénomène. Avec le manifeste, Unabomber devient un personnage culte. Kaczynski a touché une corde sensible. Des millions d'Américains ont le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre civilisation. Le brûlot est également une mise en garde pour le FBI. Unabomber n'est pas un simple tueur en série, mais un activiste politique dangereux. L'équipe de Terry Turchie a jusqu'au 1er octobre pour publier le document, à défaut de quoi le poseur de bombes récidivera. Exaspéré par l'accumulation de profils contradictoires et une montagne de données inexploitables, le chef de l'Unabom charge Katie Puckett des services de contre-espionnage du FBI de décortiquer le manifeste. Pour une psychologue ayant plusieurs années d'expérience, les écrits de Kaczynski sont une véritable mine d'or. On avait enfin entre les mains quelque chose qui venait de lui. Et c'était comme si on lisait un livre ouvert dans son esprit. Il est tellement narcissique. Il est entièrement convaincu de sa supériorité intellectuelle. Katie Puckett considère le manifeste comme une sorte d'autobiographie déguisée. Et ce que cache l'idéologie de son auteur est très révélateur. Le sujet qui revenait le plus souvent, c'était celui des enfants maltraités ou socialement inadaptés. Et j'ai pensé, mais c'est de lui qu'il parle. Voilà quelqu'un qui a souffert. Il a fait une projection de ce grief, au sens psychologique du terme, sur la société technologique, alors qu'il n'était que personnel. Terry Turchie et Katie Puckett sont d'avis que la publication du document pourrait révéler l'identité de l'auteur à quelqu'un qui le connaît personnellement. Mais l'opération est risquée. Céder au chantage créera un précédent dangereux et parmi les enquêteurs, personne ne croit que Unabomber tiendra sa promesse.
D'un autre côté, le refus de se plier à ses exigences l'incitera forcément à frapper de nouveau. Ce dilemme est un moment clé dans la longue histoire de l'Unabomb. Turchi et ses collègues doivent trancher et communiquer leur décision à Jim Freeman, le chef du FBI à San Francisco. On a finalement décidé qu'il valait mieux ne pas publier le manifeste. Jim Freeman a dit « D'accord, vous me faites un rapport ». On est sorti de la pièce et tout de suite on s'est regardé comme en disant « On a eu tort ». Je suis retourné voir Jim et je lui ai dit « On a peut-être pris la mauvaise décision, on devrait publier le manuscrit ». Il m'a observé en silence pendant un instant, puis il m'a répondu « Je pensais la même chose ». L'intégralité des 35 000 mots paraît à la fois dans le Washington Post et le New York Times. Le pari est risqué et critiqué par ceux qui estiment que la balle est désormais dans le camp du terroriste. Mais les dés sont jetés. Le tout maintenant est de savoir si le piège va fonctionner. Septembre 1995. Des millions de lecteurs du monde entier dévorent le manifeste et la ligne téléphonique spéciale mise en place enregistre plus de 20 000 appels. Voisines, petites amies, épouses, toutes sont convaincues de reconnaître Unabomber et réclament la récompense d'1 million de dollars. Parmi les lecteurs se trouve Linda Patrick, épouse de David Kaczynski et professeure de philosophie à l'Union College. La colère qui imprègne le document lui rappelle le ton des lettres que son mari reçoit depuis des années de son frère Ted. Elle a commencé par me dire qu'elle avait lu des articles sur Unabomber et qu'elle avait l'intuition horrible que cet homme était peut-être mon frère. Ma première réaction a été « Linda, voyons, d'accord, Ted a des problèmes, mais il n'a jamais été violent. » Tout en lisant le manifeste sur Internet, David se remémore des incidents troublants survenus dans la vie de son frère aîné. Il se rappelle ainsi qu'à environ 7 ans, il avait demandé à sa mère pourquoi Ted avait si peu d'amis. Maman m'a répondu « C'est pas grave d'être différent, on n'a pas tous à être pareils. » Mais je n'étais pas convaincu par la réponse, et elle s'en est rendue compte. Elle m'a fait asseoir sur le canapé, et là, elle m'a dit qu'il fallait qu'elle me raconte ce qui était arrivé à Ted quand il était bébé. À l'âge de 9 mois, l'enfant contracte une forme grave d'urticaire. Il doit être mis en quarantaine pendant une dizaine de jours. Maman m'a dit qu'il avait été complètement traumatisé, qu'à son retour de l'hôpital, il ne souriait plus, ne riait plus. Il ne regardait même pas les gens dans les yeux. David a souvent repensé à cet épisode. À plusieurs reprises, lui et sa mère se sont demandé si le traumatisme vécu par Ted n'était pas à l'origine de son isolement. Que leurs craintes aient été fondées ou non, le fait est qu'aussi bien à l'école qu'à l'université, Ted est toujours resté à l'écart. Non seulement il a 2 ans de moins que ses camarades, mais il est aussi moins riche que la plupart d'entre eux. Harvard, surtout dans les années 50, était un endroit très snob. Si votre nœud-cravate était de travers ou si on voyait votre mollet dépasser de la chaussette, on ne vous adressait pas la parole. Imaginez un peu, vous avez ce gamin qui vient tout juste d'avoir 16 ans, qui a en tout et pour tout 2 chemises et 2 pantalons, et vous le parachutez dans l'établissement connu pour être le plus snob de tous. À l'université, Ted vivra une expérience plus traumatisante que toutes les autres. En 2e année, alors qu'il n'a que 17 ans, il participe à un programme de recherche sur le comportement dirigé par un professeur de psychologie prestigieux, Henry Murray.
Ce dernier a travaillé pour les services secrets pendant la Seconde Guerre mondiale et a conçu un programme pour entraîner les espions à supporter les interrogatoires musclés. Des années plus tard, à Harvard, il poursuit ses recherches et Ted Kaczynski compte parmi ses élèves. Parmi toute une batterie de tests, l'équipe du professeur demande à 22 étudiants, dont le jeune Ted, d'exposer par écrit leur philosophie de la vie. On annonce ensuite au jeune homme et à ses camarades qu'ils vont devoir défendre ses idées face à un autre étudiant. La réalité est tout autre. Quand ils sont arrivés dans la maison, il est apparu qu'ils n'auraient pas affaire à un simple étudiant, mais à un étudiant en droit spécialement formé pour s'acharner sur eux, les humilier, les pousser à bout et se moquer de leurs idées. Murray et son équipe ont sélectionné à dessein des sujets psychologiquement instables pour maximiser les effets du stress. Le plus choquant dans cette histoire, c'est qu'on a volontairement soumis des gens à une pression extrême, sans leur proposer ensuite un soutien psychologique. C'est inadmissible. Cet épisode se révèle très formateur pour Ted Kaczynski et fait naître en lui une haine profonde des psychologues. Un comportementaliste célèbre, James McConnell, fera d'ailleurs plus tard les frais de cette haine en recevant un colis piégé. Après Harvard, dans un texte de 23 pages qui contient déjà les germes du manifeste, Kaczynski attaque la technologie et la recherche scientifique du type de celle menée par Murray. Il tente de rallier d'autres universitaires à sa cause, mais se heurte à un refus. Vexé, le jeune homme timide et taciturne commence à détester tous ceux qui, dans ce milieu, ne partagent pas ses idées. Des années plus tard, devenu Unabomber, il réussira à attirer sur lui toute l'attention voulue en forçant les autorités sous la menace à publier son texte. Linda Patrick finit par convaincre son mari d'en lire la version intégrale diffusée sur Internet. David s'exécute, convaincu toutefois que les soupçons de sa femme sont infondés. On a passé les 3 semaines suivantes à lire le manifeste de A à Z, et les lettres aussi. On était tous les deux assis sur le canapé, dans le salon. Linda lisait le texte, moi le courrier, et on comparait. Parfois, je pensais, je suis devenu fou, quoi. Mon frère serait Unabomber? N'importe quoi. Mais 2 passages lui sautent aux yeux. Ces logiciens imperturbables. Et on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. 2 expressions que son frère utilise souvent. David et Linda engagent un détective et un avocat qui soumettent les écrits de Ted à un expert médico-légal. La conclusion tombe, il y a de fortes chances pour que Ted et Unabomber soient une même et seule personne. Si on ne faisait rien et que Ted était effectivement Unabomber, un innocent de plus allait peut-être mourir en ouvrant un colis. L'idée était insupportable. D'un autre côté, si on le dénonçait et qu'il était coupable, il y aurait peut-être une fusillade avec la police, ou alors il serait condamné et exécuté. Et là, j'aurais sa mort sur la conscience. David et Linda décident d'agir. Leur détective contacte le FBI, lui soumet les preuves recueillies et lui fait part des soupçons du couple. Ted Kaczynski est fiché sous le numéro 2416. Il n'est qu'un suspect de plus parmi les milliers activement recherchés par l'Unabom. Mais même au plus haut niveau, le Bureau fédéral doute qu'il puisse être l'homme qu'il recherche. Ted Kaczynski a écrit des textes qui, d'après les spécialistes, véhiculent des idées semblables à celles contenues dans le manifeste. Mais tout ça, ce ne sont que des présomptions. Les experts sont sceptiques. D'après eux, Unabomber a forcément accès à une fonderie pour façonner les composants en aluminium. Or, Kaczynski n'a ni électricité ni eau courante.
On avait 2415 autres suspects, dont beaucoup faisaient de très très bons suspects. Et là, on avait affaire à un type qui n'avait aucun moyen de transport, pas d'électricité dans sa cabane, pas de chauffage à l'exception d'un poêle et sûrement pas de four. Ça défiait l'entendement. Les agents de l'UNABOM manquent de preuves tangibles. Mais lorsque David Kaczynski leur soumet la diatribe antitechnologique de 23 pages que son frère a essayé de faire publier dans les années 70, les similitudes avec le manifeste leur sautent aux yeux. Jim a attendu que tout le monde soit sorti. Et là, il m'a demandé, « Tu penses qu'on devrait concentrer tous nos efforts sur une seule personne ?» On s'est regardé, puis on a dit, « Pourquoi pas ?» Le FBI décide d'agir vite afin de prévenir tout nouvel attentat. Les enquêteurs demandent à David Kaczynski d'indiquer sur une carte du Montana l'emplacement exact de la cabane de 3 mètres sur 4 construite par Ted. Les dés étaient jetés et on était prêt à aller jusqu'au bout. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Mais quand j'ai posé mon doigt sur la carte, j'ai réalisé que j'étais peut-être en train de condamner mon frère à mort. Monsieur Kaczynski? Les agents du FBI qui plaquent au sol cet homme dépenaillé n'arrivent pas à croire qu'il s'agit de Unabomber. Suivez-moi à l'intérieur. Mais des éléments apportent la preuve définitive de sa culpabilité. C'est écrit « limaille provenant d'une serrure en aluminium ». Pourtant, le contenu de la cabane soulève aussi des questions sur la personnalité troublante de Kaczynski. Nous sommes en 1996. Jamais la nation américaine n'a été aussi prospère ni aussi confiante, et le criminel le plus recherché du pays est enfin sous les verrous. Arraché à sa vie de reclus, l'homme se trouve confronté au regard impitoyable d'une opinion publique et de journalistes de plus en plus hostiles. Quand le manifeste a été publié, la première réaction des gens a été de dire « c'est un génie ». Et soudain, au moment de l'arrestation, la presse a changé d'avis et décrété que ce n'était pas un génie, mais un fou. L'étrange histoire de Ted Kaczynski continue de fasciner les Américains, mais la décision finale est du ressort du tribunal. Le dossier de la défense et celui de l'accusation reposent l'un comme l'autre sur les preuves découvertes et filmées par les agents du FBI peu après l'arrestation. Comme vous le voyez, c'est une cabane de plein pied d'environ 3 mètres sur 4 avec une remise. Pour l'accusation, tout concourt à prouver qu'il y a eu préméditation. Elle réclame donc la peine de mort. C'était un adversaire redoutable. Dans son obsession de la violence, je ne peux que le comparer aux djihadistes d'aujourd'hui. Dans ce coin de la pièce, il semblerait qu'il avait sa réserve de produits chimiques. Sur cette étagère, il rangeait le chlorate de potassium. Plus à droite, on trouve des classeurs avec des schémas annotés en espagnol. À l'intérieur de la cabane, les enquêteurs découvrent également la machine à écrire qui a servi à taper le manifeste, des documents décrivant chaque attentat dans le détail et une bombe prête à l'usage. Face à une telle quantité de pièces à conviction, la défense se rend compte que le seul moyen d'éviter la mort à l'accusé est de plaider la folie. D'après elle, cette sinistre cabane est le reflet du désordre mental de Ted Kaczynski. Voici le lit de camp plutôt, avec une couverture en toile vert olive. La date du procès approchant, la défense fait transporter la cabane jusqu'à Sacramento, où doit être jugée l'affaire. Objectif, montrer que quiconque choisit de mener une vie aussi misérable est forcément fou.
Kaczynski a enduré des années de privation pour attirer l'attention de l'opinion publique. Il va enfin atteindre son but. Quelle meilleure tribune en effet qu'un procès pour se faire entendre? L'homme est prêt à le payer de sa vie, une attitude qui l'opposera à ses avocats, convaincus quant à eux d'avoir affaire à un malade mental. Il ne semblait pas l'avoir informé de la ligne de défense qu'il comptait adopter. Et il est devenu clair durant le procès que Ted Kaczynski était très secoué par ce qu'il entendait. À un moment, il a violemment jeté son crayon par terre. Et même si je n'ai pas entendu, j'ai pu lire sur ses lèvres « C'est ça que vous leur avez raconté ». Furieux, Kaczynski prend les choses en main. Il déclare au juge Garland Burrell qu'il se passera de ses avocats et veut assurer seul sa défense. Dans la salle, l'annonce fait grand bruit. Le magistrat se prend la tête dans les mains, le procès prend une tournure inattendue. Burrell charge une psychologue de l'administration pénitentiaire d'effectuer un bilan définitif de la santé mentale de l'accusé. Sally Johnson se trouve confrontée à un homme d'une intelligence redoutable qui, surtout depuis son expérience traumatisante à Harvard, se méfie foncièrement des psychologues. Les entretiens vont durer 22 heures, étalés sur une semaine. Sally Johnson interroge l'accusé sur sa famille, son éducation et les délits qu'il a commis. Elle le soumet également à toute une série de tests psychologiques. Et elle finit par poser le diagnostic. Kaczynski est atteint de schizophrénie paranoïde, mais il est en rémission. En d'autres termes, il est apte à être jugé, mais souffrant d'une maladie mentale. Des gens me disaient « Il est tellement brillant qu'il a réussi à berner le FBI. La preuve qu'il n'est pas malade. » Or, on peut être intelligent et avoir des troubles mentaux. Ces troubles ne font pas de vous un arriéré, un handicapé mental. C'est son cerveau qui lui faisait croire qu'il jouait un rôle vital dans le cours de l'histoire. Rapport médical en main, le juge Burrell est prêt à rendre son jugement. Kaczynski, le génie diplômé d'Harvard qui refuse de croire à sa maladie, ne supporte pas l'idée qu'on puisse discuter en public sa santé mentale. Il accepte l'offre de l'accusation qui propose l'emprisonnement à vie. Il n'y aura pas de procès. Mais la question de l'état mental de Kaczynski continue de faire débat. Ce qui caractérise la schizophrénie paranoïde, c'est le délire. Or, que dit Kaczynski? Que la révolution industrielle a été une arme à double tranchant très pernicieuse. Eh bien, je peux vous dire que bon nombre de mes collègues refusent catégoriquement de considérer cette idée comme délirante. Près de 20 ans après le premier attentat, l'affaire Unabom est close, mais le verdict n'est pas satisfaisant. Comme il n'y a pas eu de procès et que Kaczynski n'a pas témoigné sous serment, on ne sait toujours pas ce qui l'a poussé à agir. Pour les Américains, c'est calamiteux. Aucune preuve n'a été divulguée. Et Kaczynski sera toujours une sorte de boîte noire. Pour le FBI, Unabomber est le premier d'une toute nouvelle catégorie de criminels, le loup solitaire. Un homme seul, invisible et en colère, chez qui l'incapacité à communiquer fait naître une obsession idéologique dangereuse. Quand ils ont 6 ans, ces gens-là ne rêvent pas d'être Unabomber. Ils le deviennent parce qu'ils sont frustrés par leur inaptitude à établir de vrais liens sociaux, à communiquer avec les autres. Avant que la condamnation ne soit prononcée, les familles des victimes expriment leur douleur et leur chagrin. Ted Kaczynski ne montre aucun remords. Avant qu'il ne quitte la salle du tribunal, son frère David essaie une dernière fois d'établir le contact. Je suis assis tout près de lui.
Je vois sa nuque. Les souvenirs m'assaillent. Ces moments qu'on a passés ensemble, les liens qui nous unissaient, tout ça, c'est terminé. Ted Kaczynski quitte la salle sans dire un mot ni à son frère ni à sa mère. Il est envoyé à la prison Supermax de Florence, dans le Colorado. Il a eu ce qu'il méritait. Étant donné qu'il aurait préféré mourir pour ses idées, on peut dire que la punition est mieux adaptée et aussi plus sévère. Non seulement il ne meurt pas, mais de sa fenêtre, il ne peut même pas voir l'horizon. C'est en prison, dans une cellule d'isolement, que Ted Kaczynski passera le restant de ses jours. Au dehors, la société technologique moderne est toujours en marche.